Du coup, bonjour à toutes et à tous, à ceux qui sont sur place ou à ceux qui sont en ligne. Merci de vous être connectés. On est aujourd'hui sur la dernière conférence, la 6e sur le cycle conférence Comprendre son empreinte carbone. Donc, on est aujourd'hui à Chavannes, dans l'Aula de la Planta. Et je représente toujours les services intercommunaux de l'énergie pour ceux qui ne se seraient jamais encore connectés à ce type de conférence. Je m'appelle Mathieu Véritaire, je suis responsable développement durable. Aujourd'hui, on est accueilli du coup par Madame Maria Daher à Chavannes. Pour ceux qui sont en ligne, il y a des possibilités d'interagir avec nous, que ce soit par exemple via le chat où vous pouvez nous écrire en cas de problème. Pour répondre au sondage, il y en aura disséminé dans la présentation. Et puis pour nous poser vos questions qui me seront relayées par mon aide du jour qui était là toutes les autres fois, Fabien Millet. Donc, pour rappel, on a réalisé donc ces 6 conférences dans le but de décomposer et mieux comprendre qu'est-ce que l'empreinte carbone et comment agir sur les différents domaines qui la composent. Aujourd'hui, on va donc parler des achats, loisirs et des biens de consommation. Et pour les autres conférences, vous pouvez déjà les retrouver en replay si vous étiez participant d'une des précédentes sessions. Vous avez dû recevoir un email avec le lien et les slides. Et puis, tout prochainement, donc une fois que cette présentation-là sera terminée, vous recevrez un email pour toutes les personnes qui se sont inscrites à toutes les séances. Enfin, c'est-à-dire si vous avez déjà participé ne serait-ce qu'à une séance, vous recevrez aussi ce mail avec en fait un lien vers une chaîne YouTube où vous aurez toutes les présentations beaucoup plus facilement accessibles, disons que via le lien Livestorm. Donc, ce sera disponible en public, vous pourrez même les repartager s'il faut. Donc, à l'issue de cette conférence, vous aurez ce mail récapitulatif avec même un questionnaire de satisfaction et du coup, le lien vers la chaîne YouTube où vous retrouverez toutes les différentes vidéos. Donc, aujourd'hui, au programme, c'est assez similaire aux autres fois. On aura un petit quiz et puis je ferai d'autres quiz à main levée, disons, pendant la séance. On va parler du contexte et des chiffres clés liés aux achats, loisirs et biens de consommation. On va du coup parler des achats du quotidien et leurs alternatives, l'impact qu'ils ont, les leviers d'action et éco-gestes qu'on peut appliquer dans ces différents domaines. Et on met toujours en avant différentes initiatives locales sur nos communes, forcément, puisqu'il y a des solutions locales, donc pourquoi ne pas en profiter. Et puis une petite séance de réponse aux questions. Donc comme toujours, on commence par une petite question pour avoir un peu des ordres de grandeur en tête. La première question du jour, auquel vous pouvez donc participer en ligne ou à main levée ici. D'après vous, combien de vêtements sont vendus chaque année dans le monde? Est-ce que ce serait plutôt, alors on va faire à main levée, si vous pensez que c'est ça, vous levez la main, plutôt 10 milliards, personne ici, plutôt 20 milliards, ouais, une personne, plutôt 50 milliards ou 100 milliards. Ok, donc la majorité dans la salle. Et puis en ligne, du coup, 50 milliards qui passent en tête. N'hésitez pas à participer au sondage. Vous seriez a priori une vingtaine en ligne, donc vous pouvez participer si vous voulez. Alors, la bonne réponse est, on va juste attendre que ça se reconnecte, 100 milliards. Donc, c'est ce chiffre assez faramineux. On sait qu'il y a 100 milliards de vêtements qui sont vendus chaque année dans le monde. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que ce chiffre est 2 fois plus élevé qu'il y a 15 ans. Donc, on achète toujours plus, surtout, une des causes principales, parce qu'on garde moins longtemps. Donc, on a vraiment ces deux phénomènes. On a plus de vêtements, on en achète toujours plus et on les garde moins longtemps. Donc, je vais vous donner quelques chiffres de contexte. Pourquoi est-ce que cette dernière catégorie, j'ai fait un peu un groupe achat, loisirs, biens de consommation. Déjà parce que c'était plus simple de tous les mettre dans ce panier-là, mais on va quand même décomposer ça en différents thèmes. Pour avoir un ordre de grandeur aussi, je trouvais cette vision assez intéressante. Donc, les équipements qu'on a à la maison, avant que nos équipements arrivent dans nos maisons, leur fabrication, leur transport et leur distribution génèrent un impact. Donc ça, on va le retrouver forcément dans les analyses de cycle de vie dont je vous parlerai tout à l'heure. Mais il faut savoir que du coup, pour les équipements qu'on a à la maison, on pourrait représenter leur masse totale
avec un hippopotame. Donc et peut-être c'est même encore sous-estimé, hein, là c'est une moyenne. Il faudrait, en termes de matière mobilisée pour avoir produit cet hippopotame qu'on a chez soi, 18 hippopotames à l'origine en termes d'extraction de matières premières et autres. Et du coup, les émissions à l'échelle personnelle liées à tout ce qu'on a comme bien de consommation à la maison pourraient être équivalents à 6 allers-retours Paris-New York. Donc, si on se souvient bien, un aller-retour, c'est environ 1 tonne. Donc, 6, on est déjà à 6 tonnes sur une moyenne, en tout cas en Suisse, de 13 tonnes par personne par an. Donc, on voit que les biens de consommation, ça fait quand même une grosse partie. Il faut savoir que là, on parle, bien entendu, on inclut toutes les émissions externes, donc c'est-à-dire le fait qu'on ait produit ces biens à l'étranger. Si on devait prendre que les émissions internes dans le pays, elles seraient bien moindres, mais ce serait un peu se voiler la face. Donc, quand on entend bien, loisirs, biens de consommation, loisirs et autres, on parlera notamment, très brièvement, notamment du numérique. Il y a déjà eu une séance là-dessus, donc je ne vais pas revenir dans trop de détails. Mais on peut voir que pour un téléviseur, par exemple, de 11 kg, c'est 2,5 tonnes de matières premières mobilisées. C'est l'équivalent d'un aller-retour en avion Paris-Nice. On parlera aussi des électroménagers, comme le réfrigérateur ou autre. On parlera aussi de la garde-robe, donc des textiles. C'est un sujet assez important dans les biens de consommation, donc il y a une assez grosse partie là-dessus. Et on parlera aussi d'autres équipements électroniques qu'on peut avoir ou électroménagers, mais aussi d'hygiène. Donc là, on a le lave-linge, mais ce n'est pas directement de l'hygiène, mais on pourrait voir la partie cosmétique. Donc, un concept à retenir, et j'en profite parce que c'est la dernière conférence et il faut bien retenir ça. L'empreinte carbone, c'est important de ne pas juste la considérer sur la phase d'utilisation, ce serait celle où on a l'objet entre ses mains et on fait quelque chose avec, c'est toutes les étapes qu'il y a avant et après. Donc, c'est bien de garder ça en tête parce qu'on va mieux comprendre certains ordres de grandeur liés à ça à l'issue de cette présentation. Donc, une analyse de cycle de vie, c'est prendre en compte chaque étape de la ressource, l'extraction des ressources, à la fabrication, au transport, à l'utilisation, et soit, disons, la valorisation, soit la fin de vie. Et un concept, du coup, qui rentre grandement, surtout dans cette catégorie qu'on voit aujourd'hui, qui sont les achats et biens de consommation, c'est l'énergie grise. C'est important de comprendre qu'est-ce que l'énergie grise, parce qu'on parle beaucoup d'énergie en ce moment. Si j'utilise un four, j'ai l'énergie que j'utilise pour faire cuire mes aliments, ça, ce n'est pas l'énergie grise. Par contre, l'énergie grise, c'est tout ce que je vais utiliser pour fabriquer mon four ou même le recycler lors de sa fin de vie. Donc, c'est toute l'énergie qu'on utilise pour concevoir le produit, qui sont utilisées pour extraire les matières premières, pour transporter ces matières premières, les transformer, commercialiser et ensuite recycler. Donc, c'est une utilisation indirecte d'énergie. Alors, comme on parle d'empreinte carbone, je vais faire 2-3 chiffres clés vraiment sur les émissions de CO2 liées à notre catégorie qu'on étudie aujourd'hui, c'est-à-dire la catégorie « j'achète ». Donc, on a vu dans les précédentes présentations « je me déplace »,« je mange »,« je me loge ». Donc ça, c'était un des graphiques que je vous avais montré il y a quelques temps. Donc, c'est sur la base d'un impact carbone en France, mais on est très similaire en Suisse. Donc, j'achète, ça peut être des équipements pour la maison, ça peut être des choses pour jouer à la maison, ça peut être de l'électronique, des vêtements, des équipements de santé, on va dire aussi hygiène, cosmétique. Ça peut aussi être les finances, on le verra. Et les finances, on a un impact non négligeable. On le verra plus important que celui qui est ici sur ce graphique-là, puisqu'en Suisse, on a un pouvoir d'achat plus élevé. Alors, celui-ci, il ne va pas falloir le regarder trop en détail, mais c'était pour vous donner quelques ordres de grandeur tout de même. Donc, quand on parle de biens qu'on achète, de consommation, on peut faire des grandes catégories. On peut par exemple regarder tout en haut la catégorie, moi je vais faire dans l'ordre où ça s'affiche. On peut parler des mobiliers. Dans les mobiliers, il n'y a pas tout qui a le même impact. Donc, quand on fait l'achat d'un nouvel équipement, forcément, un matelas ou par exemple un canapé aura beaucoup plus d'impact carbone qu'une chaise ou par exemple le sommier du lit. Ça, c'est aussi pour se poser les questions.
parfois un peu une grosse charge mentale de toujours se demander quel est l'impact carbone de n'importe quel objet, d'où l'intérêt d'avoir peut-être un tableau qui donne là où il y a les principaux impacts. Si on se dit j'hésite à remplacer cette chaise ou j'hésite à remplacer ce matelas, en théorie, il faudrait plutôt privilégier ne pas racheter un matelas tout de suite, si c'est possible, parce que c'est lui qui a beaucoup plus d'impact. Par ailleurs, on a une autre catégorie qui sont les appareils électroménagers. On peut voir que ceux qui ont un impact, disons, le plus important en moyenne, ce serait le lave-linge, le sèche-linge, le réfrigérateur et le congélateur. Je vais faire un aparté là-dessus spécifiquement pour savoir quand est-ce que c'est quand même intéressant de remplacer un équipement. C'est une question qui se pose, qui revient souvent. Est-ce qu'on doit vraiment garder son équipement électroménager le plus longtemps possible ou parfois ça vaut la peine de le remplacer? Justement, il y a une slide spécifique à ça. Parce que l'électroménager, c'est peut-être l'une des catégories où ça peut valoir la peine de remplacer, pour autant que ce ne soit pas à tous les ans. Ensuite, on a les équipements électroniques. Pareil, s'il fallait faire un peu un ordre de grandeur, on voit que c'est surtout les équipements qui possèdent des écrans, donc par exemple une télévision, qui a l'impact principal en termes de kilogrammes de CO2. Donc voilà, ça c'est pour vous donner des notions en termes d'impact carbone. Autre chose, puisqu'on parle aujourd'hui des loisirs, biens de consommation et achats, je ne pouvais pas rester dans les limites de ce qu'on voit classiquement dans beaucoup de bilans carbone, c'est-à-dire uniquement ce qu'on a dans le territoire, parce que beaucoup de choses, donc, quand on parle, mettons, de déplacement ou autre, on parle souvent de ce qui se passe dans le territoire. Ici, les biens de consommation, en fait, en Suisse, on est beaucoup sur des biens importés. Donc, on est obligé de prendre en compte cette partie-là. C'est pour ça que j'ai fait cette slide-là. J'ai repris des données qui viennent du canton de Vaud, qui a établi en fait également son bilan carbone à l'échelle du canton. Et on voit bien qu'il y a des choses qu'on peut analyser de manière territoriale, par exemple la quantité d'énergie qu'on a besoin dans un bâtiment, la partie agriculture qui se trouve sur nos terres, des procédés industriels qui auraient lieu localement et autres. Mais il y a des choses, forcément, quand on parlait de mobilité, il y avait l'aviation, ça c'est sûr. Mais là, en fait, dans la consommation, on va dire 90% de ce qu'on achète vient malheureusement souvent hors de Suisse. Donc, c'est très important de considérer ces émissions extraterritoriales. Et le graphique de gauche est intéressant, en fait, les deux graphiques. Dans cette catégorie-là, on peut voir que la majorité des émissions sont dues justement à ce qui est généré lors de la production, donc en dehors de notre pays, ou de la fin de vie, qui se trouve souvent aussi en dehors de notre pays. Et quand on regarde les émissions extraterritoriales, c'est-à-dire que on fait notre bilan à l'échelle du canton de Vaud. Pardon, ce graphique-là en barre que vous pouvez voir sur votre écran, c'est donc les émissions territoriales et extraterritoriales, les deux ensemble. Et on voit que le chapitre consommation devient le plus important, c'est-à-dire qu'il génère 41% du bilan carbone du canton de Vaud. Donc, c'est un thème qui est clé, puisqu'on voit que c'est celui qui compose la majorité des impacts du canton de Vaud. Quand on parle de biens de consommation et services importés, il y a plusieurs catégories. Celles qui ont été retenues dans la méthodologie du canton de Vaud, c'est ces quatre-là. Donc, c'est les biens et services, alimentation et boissons, construction et numérique. On peut voir sur ce graphique que la majorité des émissions, c'est les biens et services. Donc, on va en parler. Vraiment les choses matérielles qu'on achète et les services qu'on achète qui sont externalisés parce que c'est du digital ou autre. Et l'alimentation et les boissons, il y en a une grande partie aussi qu'on importe, donc forcément, elle se retrouve élevée. Par contre, la construction, ça a moins d'impact que ce qu'on pourrait croire, et le numérique, encore moins. Mais ça, on va y revenir juste après. Donc, ce que je voulais juste mentionner à travers ces deux slides pour synthétiser, c'est que si on prend les émissions extraterritoriales, tout d'un coup, la catégorie consommation et achat devient très importante dans notre bilan carbone, notamment lié aux biens et services et alimentation et boissons. Aujourd'hui, pour clarifier et rendre la chose plus simple à digérer, j'ai divisé, on va analyser ces différents piliers, à savoir les parties hygiène, appareils, loisirs et cadeaux, mobilier et objets, textile et finances. Je vais un peu mieux les définir quand on va aller sur chacun d'entre eux, mais c'est les différents chapitres qu'on va voir. Je ne sais pas s'il y a des questions en ligne ou s'il y a des questions dans la salle.
Jusque-là, tout va bien. Parfait. Évidemment, dans chacune de ces catégories, il y a une règle commune, on va dire, ou des choses qui sont communes, c'est que l'impact carbone va être plus élevé en fonction de ces quatre axes. Facilement, on peut s'imaginer que si un produit est plus grand, que ce soit justement une télévision, ça peut être un frigo, ça peut être une armoire, plus elle est grande, plus elle a un impact carbone. Donc, toujours une des questions qu'il faudra se poser, c'est est-ce que j'ai besoin d'un équipement aussi grand? Ensuite, c'est les caractéristiques techniques intrinsèques à cet objet. Typiquement, un frigo, il peut être de la même taille qu'un autre, mais avoir une machinerie plus efficiente. Donc, un frigo énergétique de classe A++, émet 22% de gaz à effet de serre en moins qu'un réfrigérateur de classe A qui, lui, est moins performant. Donc ça, c'est les caractéristiques techniques vraiment de l'objet. Après, il y a sa composition. Si je reprends toujours un des exemples qui est là, entre deux vêtements, ils peuvent être de taille identique, de fonctions similaires, mais ils ne sont pas fabriqués avec le même matériau. Et ça aussi, ça rentre en jeu dans l'impact carbone. Donc forcément, ici, un vêtement en polyester, par exemple, recyclé, va avoir moins d'impact qu'un polyester qu'on a dû créer de toutes pièces en utilisant du pétrole. Par exemple, pareil sur le coton. Un coton recyclé va avoir moins d'impact forcément qu'un coton vierge qu'il a fallu faire pousser, extraire et transformer. Et enfin, le lieu de fabrication, puisque ça va avoir un impact sur la distance de transport, mais parfois même sur les technologies qui sont utilisées dans l'usine. Donc voilà, la fabrication d'un meuble en Asie peut être jusqu'à 3 fois plus polluante qu'une fabrication européenne. Ça peut être déjà parce qu'il va falloir le transporter jusqu'ici, mais même sur l'énergie qui est utilisée localement. Par exemple, en Asie, il y a peut-être plus d'usines à charbon pour fabriquer l'énergie, l'électricité. Donc forcément, l'utilisation de l'usine va consommer du charbon et émettre beaucoup de carbone, alors que sur le mix européen, on va avoir plus d'hydroélectricité ou peut-être du nucléaire qui a un impact carbone moindre. Et du coup, pour faire tourner ces usines, on a émis un peu moins de CO2. Donc ça, c'est vraiment 4 variables qui s'appliquent à tout ce qu'on va voir après. Et ça peut être une grille de lecture pour vous quand vous vous posez une question sur un achat. Donc on va commencer par la première catégorie qui sont donc les appareils. Du coup, j'ai repris en fait des données de l'ADEME, donc qui est un institut français qui fait beaucoup d'analyse carbone et d'analyse de cycle de vie. Ici, ils ont en fait fait un graphique qui reprend plusieurs types d'appareils qu'on peut retrouver classiquement chez soi. Et ils ont fait une analyse de cycle de vie. Peut-être que c'est dû à la. Ça fait longtemps ou pas? Ok, ok. Ça va là, c'est connecté? Merci. Donc, je voulais juste mettre ce slide pour vous donner à nouveau des ordres de grandeur sur les appareils qui peuvent avoir plus ou moins d'impact. Donc, comme je disais, en tête de liste, télévision, ordinateur portable, écran, imprimante. Et après, dans ceux qui ont le moins, c'est peut-être chaîne Wi-Fi, baladeur numérique, montre connectée. Ça ne veut pas dire qu'il faut acheter. Du coup, je vais poser ça là. Est-ce que ça fonctionne en ligne
Il nous entend en ligne. Bon, parce qu'ici, vous ne m'entendez pas plus fort, mais pour ceux qui sont en ligne, ils vont m'entendre. Alors, je n'ai pas plus à dire sur ce slide-là. J'espère que sinon, s'il y a des questions en ligne, je peux les prendre. Sinon, parfait. Alors, on peut reprendre. Pour ce qui est du numérique, je ne vais pas refaire toute la présentation qui avait lieu il y a quelques temps. Je voulais juste rebondir sur un élément qui était le point le plus important. Comme ça, vous l'avez à nouveau pour ceux qui n'auraient pas assisté à cette présentation. La partie la plus importante de l'impact du numérique, c'est la fabrication du terminal en question. Donc, c'est finalement l'achat de nouveaux équipements qui est très fortement carboné. Ce n'est pas forcément l'utilisation. Donc, s'il faut retenir sur le numérique dans le terme d'achat, éviter les achats ou prolonger la durée de vie de ceux que vous avez. C'est un message que j'avais pas mal appuyé lors de la précédente présentation. Là, justement, comme on est toujours dans ce thème des appareils, alors j'ai fait un peu un mix électronique, électroménager. Je vous l'ai dit au tout début, il y a quand même des équipements qui peuvent valoir la peine d'être remplacés, même s'ils sont encore fonctionnels. Il n'y a pas beaucoup de cas, mais il y a quelques cas. Ici, il y a des critères à prendre en compte. Est-ce que c'est un appareil qu'on utilise souvent ou pas? Typiquement, ici, on a mis un exemple de la tondeuse à gazon, mais ça aurait aussi pu être un frigo qui est utilisé 24 heures sur 24. La tondeuse à gazon, mettons si on a une grande pelouse, peut-être qu'on ne tombe pas tous les jours, mais on tombe quand même régulièrement. Eh ben, si elle fonctionne à l'essence, ça peut avoir une énorme plus-value de la faire passer à l'électricité en termes d'impact carbone. Donc, elle peut être encore fonctionnelle, la tondeuse à mazout, mais si on l'utilise souvent, ça peut être intéressant, je dis bien juste en termes d'impact carbone, de la remplacer par une électrique. Si par contre on est adepte de laisser pousser bien le gazon pour avoir une jolie prairie fleurie, ce que je recommande, eh ben, peut-être qu'on l'utilise qu'une fois par an ou deux, et à ce moment-là, on n'est pas obligé de la changer parce qu'on va utiliser qu'une seule fois ou deux le réservoir de mazout, et à ce moment-là, l'achat d'un nouvel équipement serait plus nocif que les 2 fois on utilise du fuel. Par contre, si on l'utilise souvent et qu'on peut passer à l'électricité, à ce moment-là, c'est intéressant. Il faut aussi regarder l'économie qui va être faite en termes d'énergie. Donc ça, c'est typiquement le cas d'un frigo, d'un congélateur. Passer à un nouvel équipement qui serait, mettons, 2 fois plus efficient. On voit souvent ça entre un frigo qui a plus de 10 ans et ceux qu'on vend actuellement. Ils sont presque 4 fois plus efficients même. À ce moment-là, on va économiser tellement de courant, et ce courant a un impact carbone, que ça vaut la peine, si on met l'appareil usagé dans une bonne filière de recyclage ou de démantèlement, de le remplacer. C'est presque exclusivement les appareils qui sont listés là: congélateur, séchoir, machine à laver, éclairage, donc les LED, on sait que ça vaut la peine, même s'il y a une croyance qu'il faut absolument garder son ampoule à incandescence tant qu'elle fonctionne. On a fait les études ACV, ça vaut la peine de les changer. Climatiseur, chauffe-eau, appareil de chauffage. La règle à avoir en tête, à part pour les ampoules, c'est tout appareil de ce type-là qui a plus que 10 ans, vous pouvez vous dire que ça vaut la peine de le remplacer. Moins de 10 ans, ça se discute et on pourrait regarder au cas par cas. Ensuite, pour les autres appareils, ça ne vaut vraiment pas la peine de les remplacer, puisqu'on a vu l'intérêt, c'est surtout de les prolonger la durée de vie, les réparer le plus possible, ou dans le pire des cas, le vendre en seconde main. Donc tout ce qui est ordinateur portable, smartphone, écran, justement, on l'a vu, il faudrait les conserver le plus longtemps possible. Voilà, c'était une parenthèse, mais que je trouvais importante, surtout comme c'est la dernière présentation. Alors, on va parler des textiles à présent, puisque, en fait, dans la partie achat, c'est un des sujets qui a le plus d'impact, d'où le petit quiz que j'ai fait au début des 100 milliards de vêtements achetés chaque année dans le monde. Alors, le chiffre à retenir en termes d'impact carbone, c'est ces 2 à 4 %. Est-ce que ça vous fait écho à un autre chiffre que vous auriez entendu? Je ne sais pas si dans le chat ou dans l'Assemblée. Qu'est-ce qui émet également 2 à 4 % des émissions globales terrestres d'origine humaine? Eh ben, c'est l'aviation. Donc, l'industrie de la mode, en général, ça émet quasiment autant que l'aviation. Donc ça, c'est assez intéressant parce qu'on le sous-entend
enfin, on l'entend quasiment pas. On a l'impression que les vêtements sont presque sans impact, alors qu'on peut savoir que ça a plus ou moins 2 à 4%, ça dépend forcément du périmètre d'étude. Et on sait aussi que c'est un grand pollueur de l'eau. Ce n'est pas un impact carbone, mais on estime que 20% de la pollution industrielle de l'eau serait due justement à la mode et donc à la fabrication d'habits. Plus proche de nous, donc dans le continent européen, 4 millions de tonnes de vêtements sont jetées par an. Donc en plus, c'est des achats qu'on fait et qu'on va refaire et refaire tant qu'on n'a pas un peu enrayé cette logique de jeter des choses après peu de temps. Et il faut savoir aussi que les textiles, alors il y a beaucoup de textiles qui sont faits avec des fibres naturelles, mais en fait, dans tout ce qu'on produit, dans ces 100 milliards qu'on produit, on estime qu'il y a à peu près 60% de ces fibres qui sont synthétiques et qui ont donc encore, en plus de leur impact environnemental ou carbone, le fait qu'elles consomment des énergies fossiles. Donc il faut aller extraire du pétrole, en faire des dérivés qui vont permettre de faire des fibres et fabriquer des vêtements. Donc c'est loin d'être négligeable cet impact de la mode pour ces différentes raisons. Donc ça, c'est identique à l'autre graphique que je vous ai montré, ça vient de l'ADEME et c'est une analyse de cycle de vie sur différents produits. On peut voir dans les vêtements qui ressortent le plus haut, c'est les manteaux qui ont généralement beaucoup de composants divers, avec parfois des couches un peu techniques et autres. Étonnamment, un pull en laine peut avoir beaucoup d'impact. Alors, quand on va se plonger dans les résultats de ce qu'eux ont analysé, c'est quand c'est forcément de la laine vierge, donc ce n'est pas de la laine qui serait recyclée, et c'est pour des vêtements où il y a eu un traitement supplémentaire. Donc, c'est-à-dire que la laine, parfois, on ajoute une quantité d'huile pour que ce soit plus facile à faire passer dans les métiers à tisser ou les robots à tisser, et qui, du coup, sont peut-être pas du tout faits à la main ou autre. Donc, quand on regarde ce type de graphique, il faut toujours prendre avec des pincettes et peut-être plonger dans les résultats, puisque peut-être que vous avez des grands-parents qui font eux-mêmes des pulls en laine, bah, ça n'aura pas du tout le même impact, enfin, si c'est eux-mêmes qui l'ont tricoté, par exemple. Et puis, dans ce qui ressort aussi, on voit robe en polyester, robe en coton, robe en viscose. Ça, apparemment, d'après le rapport, c'est aussi beaucoup lié au fait qu'il y a des processus de fabrication qui engendrent beaucoup de machineries différentes. C'est des pièces plus compliquées à faire, apparemment. Et du coup, il y a cette étape, ces étapes mises en forme, comme ils appellent, qui font que ça ressort du lot. Si je vous montre ça, ce n'est pas pour vous empêcher d'acheter des manteaux, des pulls en laine ou des robes, mais c'est juste pour dire qu'il y a des vêtements qui ont plus ou moins d'impact. Et je pense que pour vous aider, la meilleure chose à faire, c'est plutôt de regarder directement avec ce calculateur. Parce que forcément, ça, c'est très générique. C'est compliqué de s'identifier à ce graphique, mais ça vous donne un ordre de grandeur. Ce calculateur est en anglais, c'est peut-être son seul défaut, mais il va vous poser 11 questions. Et après, vous pouvez aller plus dans le détail si vous le souhaitez. Et ça va vous permettre d'analyser un peu plus en détail votre garde-robe et quelles sont vos habitudes d'achat, tous les combien de temps vous allez acheter, quel type de vêtements, en quel matériau, est-ce que vous regardez les étiquettes ou non. Donc, il pose pas mal de ces questions. Et à la fin, vous avez un petit bilan qui peut être plus ou moins explicite. Là, j'ai juste pris le résumé. Et vous avez aussi des recommandations basées sur ce que vous avez répondu, forcément. Et ça peut être une aide plus, on va dire, pragmatique concernant les textiles et la mode. Donc ça, je vous le recommande, c'est un des calculateurs que j'ai pu tester. Comme on a vu qu'il y avait beaucoup d'impact liés à ces vêtements, un des outils qu'on peut utiliser, c'est des applications de seconde main. Donc ça, c'est plutôt dans l'achat. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut faire du fast fashion, donc c'est-à-dire acheter sur du seconde main, revendre, acheter, revendre, ou jeter même, c'est encore pire. Et à ce moment-là, on retombe dans les mêmes travers, et puis on va surtout faire l'effet rebond, comme on appelle ça souvent. Mais par contre, si vous souhaitez remplacer un habit qui est réellement hors d'usage, bah, c'est mieux de donner une nouvelle vie à un objet qui est revendu sur ces sites. Il faut vraiment faire attention à cet effet rebond parce qu'on a remarqué qu'après, ça pouvait donner une fausse impression de bonne conscience si on était tout le temps en train d'acheter du seconde main.
parce qu'au final, on est juste en train de créer un marché pour des gens qui achètent du neuf, qui revendent très vite en seconde main, et des gens qui achètent très vite en seconde main et qui jettent très vite. Donc, il ne faut pas tomber dans ce travers-là non plus. Mais c'est vraiment un bon outil. Vinted n'existe pas en Suisse parce que, je ne sais pas, il n'est pas encore sur le marché suisse, mais il y a une application similaire qui s'appelle Theorem. Vous aurez le lien si vous cliquez sur la présentation, ou il y a un site qui s'appelle V-Dressing qui est également disponible comme application qui peuvent être intéressants à consulter. Dans le textile, il y a aussi un peu une jungle des labels. Donc, il faut parfois un peu fouiller pour s'y retrouver. Là, j'ai remis les principaux qui peuvent aider à se faire une idée. Typiquement, EcoCert, ça veut dire qu'il y a au minimum 70% de fibres naturelles ou recyclées et qu'a priori, ces substances n'ont pas été traitées avec des produits toxiques. Par contre, ce n'est pas une garantie que ce sont des fibres biologiques. Global Organic Textile Standard, eux, par contre, vont vous garantir que c'est des textiles avec des fibres d'origine biologique. Et pareil, ça certifie qu'il n'y a pas eu de substances toxiques dans le processus de fabrication. Et il y a l'éco-label européen. Donc ça parle de procédés de fabrication propre. Donc ça veut juste dire que ça respecte certains seuils en termes de substances toxiques. Donc c'est pas forcément toxique pour soi, mais c'est pas non plus aussi restrictif que le GOTS. Ils mettent certaines valeurs de durabilité et ils font très attention au droit du travail. Donc c'est peut-être un peu moins restrictif que les deux autres, mais ils prennent plus de choses en compte, notamment le droit du travail. Et puis, comme vous avez vu ce premier graphique qui avait plein de types de vêtements, des polos, des robes et des choses comme ça, une autre chose que je voulais faire, c'était vous clarifier un peu quelles sont les fibres qui ont le moins d'impact, parce que c'est peut-être ça qui sera utile pour vous. Le moins impactant, le plus écolo, si on peut appeler ça comme ça, ce serait les fibres en lin ou en chanvre. Pas forcément facile de trouver des habits faits avec ces matériaux, mais si vous deviez faire un choix typiquement uniquement sur le critère carbone, il faudrait privilégier ces deux matériaux. Après, il y en a d'autres comme le lyocell ou le tencel, les matières recyclées, puisque forcément, ça donne déjà une seconde vie. Le modal, personnellement, je ne connaissais pas. J'ai tapé juste sur Google la viscose ou le coton bio. Alors, le coton, on sait que s'il n'est pas bio, on a énormément de rapports qui montrent que ça a un énorme impact sur la biodiversité, puisqu'il y a beaucoup de pesticides qui sont utilisés dans les champs de coton. Et ça utilise beaucoup d'eau aussi pour faire pousser du coton. Mais disons que si on compare toutes les fibres entre elles, du coton qui serait bio aurait quand même un impact carbone moins important que d'autres choses, comme par exemple de la laine ou des choses comme ça. Donc voilà, c'est un peu une short list des matériaux qui auraient moins d'impact carbone. Et puis, si justement vous vous dites, moi, c'est bien gentil d'avoir tous ces critères un peu en tête, j'aimerais un peu trouver des vêtements qui répondent à ces différentes choses. Vous avez un site, pareil, vous pourrez cliquer sur cette image normalement sur la présentation. Le générateur de marque, ici, vous pouvez choisir, si vous êtes homme, femme, enfant, vous pouvez choisir quel type de vêtements vous voulez acheter, le budget, le style. Et en fait, ça, ce sont les catégories de base. J'aurais dû montrer ce qu'il y a en dessous comme choix. Vous pouvez après, du coup, faire des filtres sur quel type de matériaux vous voulez privilégier ou quel type de label. Et ça va vous sortir justement quelle marque correspondrait à vos exigences. Donc, je ne sais pas à quel point il est exhaustif, mais pour l'avoir testé un peu, j'ai trouvé que ça sortait quand même chaque fois des résultats. Donc, j'ai l'impression qu'ils ont bien fait leur catalogage. Maintenant, je ne sais pas s'ils sont toujours à la page, je ne sais pas quelle équipe il y a derrière, mais c'est intéressant de le tester. Ça vous donnera peut-être des idées des marques plus éco-responsables au vrai sens du terme. Est-ce qu'il y a des questions sur cette catégorie? Je sais qu'il peut y avoir beaucoup de questions sur la partie textile et je ne suis pas expert non plus, mais je ne sais pas si on a sur le chat ou si ça... Ouais. Non. Une petite question, si tu reviens sur le slide de la comparaison, alors c'est quoi, c'est l'impact carbone des différents vêtements? Ouais, ici. Je vois que les chaussures, c'est très bas, que ce soit en cuir, en tissu ou en sport. Pourtant, il y a quand même pas mal de plastique quand c'est du caoutchouc. Et puis, quand c'est pas du caoutchouc naturel, c'est rare quand même dans les chaussures. Et il y a aussi pas mal de manipulation pour la fabrication.
Est-ce que tu sais à quoi c'est dû ou est-ce que c'est quand même très bas, je trouve? C'est comme une chemise en coton, par exemple, pour des chaussures en cuir. Donc, Non, non, alors ma réponse sera simple. Je ne sais pas pourquoi c'est aussi bas. Je pense que je pourrais aller zioter dans le rapport qu'est-ce qui a été pris en compte pour ces chaussures-là spécifiquement. Après, l'ADEME, je pense que je fais assez confiance à leurs résultats, mais je n'ai pas de clé pour dire pourquoi c'est aussi bas. Donc, je regarderai le rapport plus en détail, on en discutera. Je pourrais aussi mettre le lien du rapport, disons peut-être en dessous, je mettrai la source, c'est une bonne pratique. Je ferai ça, si tu me le rappelles. Parfait, ouais. C'est une bonne remarque. Alors, on va passer à la catégorie mobilier-objet. Alors, objet, ça peut être très générique, puisqu'on aurait pu dire aussi qu'une télé, c'est un objet. Mais là, je parle justement plutôt, je vais vous le montrer ici, de ce type d'objet-là. Donc là, il y a beaucoup de choses comme des chaises, des armoires, des canapés, cadres de lit, matelas et autres. J'ai aussi repris du coup ces mêmes fameux rapports de l'ADEME. On peut voir que, alors ils ont donné un nom assez rigolo, c'est l'armoire représentative qui a l'impact le plus élevé. Donc ça, c'est des armoires que eux considèrent comme ayant beaucoup de tiroirs, d'éléments avec des charnières et éventuellement un miroir. Ils ont fait un peu une moyenne de ce qu'il y avait comme grande armoire dans les grandes enseignes. Bon, on peut penser typiquement Ikea ou autre. Donc en fait, déjà, c'est des tailles qui sont assez volumineuses et c'est beaucoup de composants. Et c'est le fait qu'il y ait tous ces éléments-là ensemble qui font que ça a un impact élevé, puisqu'il faut faire venir ces différents matériaux, il faut les assembler ensemble. Donc, si vous avez le choix de conserver une ancienne armoire ou même de récupérer une armoire chez des connaissances ou autres, faites-le, puisque l'achat d'une nouvelle armoire peut être le plus impactant dans le cadre de votre bilan carbone personnel. Après, justement, à cause de cet élément-là qui est très haut, on a moins de granulométrie, on peut moins voir ce qui a moins d'impact juste après. Mais sur le rapport dont je mettrai le lien aussi, on peut après aller plus en détail dans chacun des éléments. Ce que je préfère privilégier, c'est aussi forcément les bonnes pratiques. Donc, quand on parle d'objets, je voulais aussi parler de livres, par exemple, si je parle d'une perceuse, pour moi, c'est aussi un de ces objets. Donc, 3 conseils de base. Plutôt que de chaque fois peut-être regarder des graphiques comme ça, qui sont très intéressants méthodologiquement parlant, il y a du bon sens. Louer ou emprunter plutôt qu'acheter. Donc, il existe beaucoup de solutions, notamment en Suisse. Typiquement, pour des livres, ce serait plutôt de louer, les ludothèques pour les jeux. Il y a même des ressourceries qu'on voit maintenant. Alors, si je parle de notre cas ici, la zone de l'Ouest lausannois, alors, on prend Lausanne avec, il y a la Manivelle où on peut louer des objets du style justement une tondeuse, une perceuse, des marteaux, des outils pour réparer ce qu'on veut, on n'a pas forcément l'usage toute l'année et on a l'usage qu'une fois, on peut les louer. La ressourcerie, il y en a une à la déchetterie de Malais et c'est génial. En fait, les gens qui vont peut-être jeter des objets, ils ont encore la possibilité, s'ils sont en bon état, de les mettre sur des étagères et on peut aller prendre ce qui fonctionne encore et puis c'est en libre accès. Privilégier le seconde main, donc ça fait un peu écho à la ressourcerie. On sait qu'il y a pas mal de brocantes, de vide-greniers qui s'organisent. Typiquement pas loin d'ici, à Surpris, la Galicienne organise en été régulièrement des vide dressing et brocantes. Donc c'est l'ancien site de la patinoire, l'ancienne patinoire qui est à côté de la Vaudoise Arena. Il y a des réseaux de partage qui existent aussi, donc Keepy News, si vous recherchez sur Google, ou plus connu dans les sites de petites annonces Anibis. Il y a énormément d'objets qui sont à donner. Il y en a aussi qui sont à vendre et puis sont très bas prix, donc ça vaut la peine. Mais il y a même des réseaux, il y a même des objets à donner, des réseaux sur Facebook parfois, ou avec des gens qui donnent des choses. Et souvent, honnêtement, on peut retrouver des canapés, des armoires, des sommiers de lit en très très bon état. Simplement, les gens déménagent et ne savent pas quoi en faire parce qu'ils n'ont plus de place dans leur nouvel endroit ou malheureusement parce qu'ils veulent en acheter un nouveau. Et puis, choisir des équipements réparables. Là, j'ai mis les exemples du numérique dont on avait parlé, le Fairphone, les ordinateurs, mais ça peut être aussi sur acheter des meubles qui peuvent se réparer. Donc, on sait que ça a un coût à l'achat, ça c'est sûr, donc ce n'est pas pour toutes les bourses. Mais si on achète des meubles où la première fois où on le démonte parce qu'on déménage, vu que c'est de l'aggloméré, le pas de vis, il est plus utilisable et autres,
c'est dommage parce qu'en fait, c'est des objets qui seront très peu réparables. Donc, dans une optique de durabilité, il faudrait acheter plutôt des choses dont on sait qu'on peut les réparer. Alors, ça, c'est à chacun de décider de voir son budget. Et puis, il y a des repères cafés qui sont organisés. Après, dans les initiatives locales, ça permet aussi de donner une seconde vie à certains électroménagers. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Je pense que les éléments clés à se souvenir, c'est ça, c'est qu'il existe énormément de choses où on peut ne pas devoir racheter du neuf. C'est vraiment une des clés de ce domaine. C'est tout clair? Parfait. Loisirs et cadeaux. Alors, j'ai voulu faire cette petite partie-là, qui n'est pas si petite au final, parce qu'on arrive proche de Noël et des fêtes, et donc c'est assez à propos. Donc, par rapport à la grille de lecture que je vous avais donnée au début, c'est toujours valide. Hein. Est-ce que c'est une grande taille? Est-ce que si c'est un équipement électronique, il est efficace? Quel est son lieu de production? Vous avez d'autres choses à prendre en compte quand vous parlez de loisirs. La première, c'est comment vous allez vous rendre dans ce lieu de loisirs. Donc, je ne parle pas encore des cadeaux. C'est-à-dire, si vous allez en vacances ou si vous allez juste parce que c'est un week-end, justement, voyager, visiter, est-ce que vous alliez en avion ou est-ce que vous allez plutôt en train ou en vélo ou en covoiturage? Typiquement, pour l'empreinte carbone, il faut privilégier les moyens. Je vous renvoie à la formation CO2 sur le transport. Il faut privilégier les moyens de transport bas carbone. Ensuite, quel type d'activité vous allez faire? Je ne pouvais pas faire une liste exhaustive de toutes les activités de loisirs qui existent, mais il y a un peu de bon sens à avoir. Je vais prendre des exemples, enfoncer des portes, mais ouvertes, c'est faire du quad sans jugement de valeur. C'est une activité très hautement émissive. On va juste faire rouler un engin qui a un moteur qui consomme du mazout. Alors que d'autres activités qui pourraient être tout aussi à sensation forte, je sais pas, faire de la voile, faire du kitesurf ou des choses comme ça, auront peut-être la même fonction, mais sans avoir autant d'impact carbone. Donc, évaluer un peu est-ce que cette activité va consommer ou non des ressources fossiles, c'est déjà un très bon indicateur, tout simplement. Et enfin, celui que je trouve le plus à propos en cette période, c'est les cadeaux. Les cadeaux sont justement souvent source d'émissions parce qu'on achète des biens matériels. C'est un peu le premier réflexe. Qu'est-ce que je vais offrir à un tel, une telle? Et puis, on oublie qu'on peut offrir des expériences. Donc ça, c'est peut-être... on sort peut-être du cadre même de la formation CO2, mais ça permet non seulement d'éviter certaines émissions, mais ça permet aussi une autre reconnexion à la personne à qui on offre. Donc, c'est presque philosophique, mais en soi, il y a plein de gens qui sont créatifs qui n'auront pas du tout besoin de consulter un site web, pas de souci. Mais pour ceux qui auraient envie de trouver des idées, ce site est super bien fait. Il existe une page française, enfin, il est traduit en français, donc vous pourrez cliquer dessus. Et c'est des bêtes idées. Au lieu d'aller offrir du parfum à quelqu'un, on peut aller lui dire je passerai une après-midi avec toi, on va se faire une méga rando en forêt. Ou au lieu d'offrir un bouquet, plutôt privilégier d'aller planter des fleurs. Au lieu d'offrir une écharpe, proposer un massage, soit qu'on fait soi-même, soit on offre un bon pour un massage. Enfin, il y a plein d'idées, d'expériences plutôt que des objets matériels, et ça va vraiment dans la même philosophie d'éviter des achats. Et je trouve que c'est vraiment chouette à faire. Pour le faire maintenant depuis bien 5 ans, tous les Noëls, je trouve ça génial. On s'offre des expériences. Donc, petite recommandation. Il y a des questions à ce sujet-là? Évidemment, vu qu'on n'a qu'une heure, je ne peux pas rentrer à fond dans les détails, mais s'il y a des questions après, on pourra y aller dessus. L'hygiène. Donc là, on va parler d'hygiène et de cosmétique, en fait, un peu les deux. Et quelques conseils aussi pour réduire son empreinte carbone. Donc, c'est un peu moins, dans les ordres de grandeur, c'est un peu moins que forcément la mode, mais on voit que dans les différentes études qui existent, on peut voir que ça a un impact entre 0,5 et 1,5% des émissions globales de la planète qui sont générées par l'homme. Donc, c'est quand même non négligeable. Ça dépend de beaucoup de facteurs. Évidemment, si on utilise pas des produits qui viennent de loin, qui sont emballés, suremballés, qui possèdent des microbilles pour certains produits cosmétiques, ça aura beaucoup plus d'impact que si on utilise un savon dur, ce qu'on va voir après, qui est vendu en vrac. Mais justement, ces émissions-là, il y a des leviers d'action pour les réduire, notamment en privilégiant ces 4 axes, donc
Alors, je vais d'abord parler du graphique de droite avant des leviers d'action, pardon. Qu'est-ce qui compose l'impact de ces éléments de cosmétique ou d'hygiène? Ce n'est pas forcément la production ou la fin de vie ou la distribution. La distribution, ici, j'ai lu, c'est donc les points de vente. Donc, c'est le fait qu'ils doivent être stockés pendant un moment, soit dans des lieux de stockage logistique, soit dans des magasins. Ça va être plutôt le transport entre leur lieu de fabrication, le dépôt de stockage et sa maison. Ça va être notamment les emballages. Donc, c'est 21% de l'impact carbone de ce thème-là, c'est les emballages. Les ingrédients, c'est 11%, autant que le transport. Hein, finalement, ce qu'il y a dedans a autant d'impact que pour faire voyager ce produit. Et l'utilisation. Alors ça, moi, je ne m'y attendais pas, pour être honnête. Mais en fait, beaucoup de ces produits vont nécessiter, par exemple, de, je sais pas, se rincer à l'eau chaude ou des choses comme ça. Et c'est ça qui fait la plus grande part de l'impact. Alors, on pourrait dire que c'est un peu aller trop loin que de dire si j'utilise du shampoing, j'impute l'impact de l'eau chaude que j'utilise dans ce produit-là, mais c'est ce qu'eux, ils ont fait dans cette méthodologie-là. Moi, du coup, dans l'utilisation, à part peut-être se rincer à l'eau froide ou autre, j'ai peut-être moins de levier d'action. Par contre, sur les emballages, sur le transport et sur les ingrédients, on a quand même beaucoup de leviers d'action. L'utilisation serait peut-être juste même de moins en utiliser, hein, tout simplement, de moins utiliser ces produits-là, mais bref. Pour les emballages, c'est plutôt acheter en vrac ou dans des emballages qu'on peut re-remplir, hein, s'il y a des bouchons qui se dévissent ou des choses comme ça. Pour les ingrédients, tant que faire se peut, il y a des choses qu'on peut faire soi-même en utilisant très peu d'ingrédients. On peut, par exemple, fabriquer soi-même du savon sans utiliser peut-être tous les composants annexes qu'il y a dans ceux vendus en grande surface, mais en utilisant 3 ingrédients de base. Pareil pour fabriquer du déo. Alors, ça ne va pas convenir à tout le monde, mais c'est à tester au moins une fois, je dirais. Ça peut être une expérience intéressante. Et souvent, quand on a ces recettes do it yourself, on a besoin de très peu de composants. Donc, forcément, ça réduit la part ingrédients. Privilégier les substances naturelles. Donc, pareil, là, il faut regarder un peu les ingrédients, la composition de ce qu'il y a dans son produit. Et puis, il y a des outils comme par exemple Yuka, si vous connaissez, qui peut vous aider à facilement identifier si c'est bon ou mauvais. Vous scannez le code barre d'un produit. Et puis, donc c'est écrit YUKA. Et puis, vous avez un peu une note qui est donnée. Et pour agir sur la part transport, c'est acheter le plus local. Donc, vous avez des produits qui peuvent être fabriqués, en tout cas en Europe, ou des produits qui peuvent venir de très loin. Là, il y a une marge de manœuvre assez simple. Alors là, c'est non exhaustif, mais ça fait partie de ce que l'association Zero Waste Switzerland met en avant. C'est du coup favoriser le réutilisable. Donc, ça va agir quand même en partie sur la part de camembert utilisation et emballage, forcément. Ce qu'ils appellent Zero Waste. Ah, ça ne marche plus. Donc, c'est par exemple, c'est pas forcément adapté à tout le monde, mais si vous avez l'occasion de le tester une fois et que ça fonctionne pour vous, voilà, tant mieux. Ça peut être des cotons-tiges réutilisables, ça peut être la cup, ça peut être des cotons démaquillants réutilisables, ça peut être du savon qui, lui, est vendu en vrac, comme on peut le voir au milieu. Ça peut être du déo qui est fabriqué finalement avec moins d'ingrédients et qui n'a pas besoin d'emballage puisqu'on peut le voir, il est vendu sous forme solide. Ça peut être même pour se raser, ne pas utiliser des rasoirs jetables, de ne pas avoir des bonbonnes qui font de la mousse, mais plutôt utiliser. Ça existe aussi dans pas mal d'épiceries vrac qu'on trouve sur Lausanne et dans l'Ouest lausannois. Une sorte de mousse solide où il suffit qu'on ait le blaireau, de l'eau et on peut passer dessus et puis ça mousse tout de suite et on arrive à avoir l'équivalent de ces mousses à raser. Donc il existe des alternatives et ça c'est qu'une partie des exemples. Et en plus, on a la chance d'avoir des magasins vraiment locaux qui proposent ce type de produit. On le verra après, par exemple sur Renan, il y a Ranout si on parle de tout ce qui est lié aux menstruations. Donc voilà, on a la chance d'avoir ça même dans nos 4 communes, quoi. Je devais passer aussi un petit passage sur les finances. Alors, c'est un petit point d'attention. Je ne suis pas là pour guider qui va utiliser quel
qui va faire quel financement. Je n'aurais pas cette prétention, mais je voulais faire le point d'attention sur, en Suisse, la place financière suisse, il faut le savoir, émet 20 fois plus de gaz à effet de serre que l'ensemble de la Suisse. Évidemment que ce n'est pas nos petits comptes en banque forcément qui vont faire cet impact, mais on y participe. On y participe indirectement. Donc, c'est finalement l'ensemble des actifs financiers suisses qui, en étant investis dans différents fonds, vont avoir un impact très, très important parce que ça investit indirectement dans des fonds pétroliers, dans des choses comme ça. Et en tant que citoyen et citoyenne, on a quand même des leviers d'action. Alors, si on est employé, on va que pouvoir agir, par exemple, sur son compte en banque classique, son compte d'épargne et peut-être là où on fait des investissements. Si, mettons, on est dirigeant d'une petite entreprise ou indépendant, on peut même avoir d'autres leviers d'action sur des caisses de pension ou autres. Je vais résumer brièvement ce slide. Donc, ce que j'ai dit au-dessus, c'est que finalement, tout argent qui est placé quelque part, il travaille souvent. Si vous avez un taux d'intérêt positif, c'est qu'il travaille. Et du coup, c'est parce qu'il est passé par des investissements qui rapportent de l'argent. Donc, vous pouvez choisir où vous mettez cet argent. Je spécifie bien que c'est des exemples, ce n'est pas exhaustif. Mais typiquement, pour votre compte en banque classique, vous pouvez décider, par exemple, de passer d'une banque dont on sait qu'elle a des actifs fossiles à une banque qui a des critères très restrictifs sur ce sur quoi elle va faire travailler cet argent. La Banque Alternative Suisse en est un exemple, et c'est d'ailleurs un très bel exemple qui se démarque en Europe. Elle est vraiment exemplaire à ce niveau-là. Et vous savez, par ses critères et son rapport annuel de gestion, dans quoi elle a investi, et vous savez que ce ne sera jamais dans des fonds fossiles, par exemple. Et donc, vous diminuez l'impact carbone de vos finances. Si vous êtes en mesure de choisir votre caisse de pension, ce qui n'est pas du tout le cas de tout le monde, vous savez que Nest, c'est une caisse de pension qui a les mêmes critères, en tout cas des critères très similaires à la Banque Alternative Suisse. Donc, vous savez aussi que cet argent de ce deuxième pilier va pouvoir être investi dans des bons endroits, entre guillemets. Et puis, si vous faites des placements, il y a plein d'endroits où vous pouvez faire des placements. Ce qu'on vous propose classiquement dans une banque, c'est de choisir un portfolio. Vous ne savez pas forcément dans quoi ça va partir. Vous pouvez soit faire confiance à leurs propres critères et vous-même spécifier les critères d'exclusion. C'est une possibilité. Vous avez des sites qui proposent des investissements dans des domaines très spécifiques, comme justement, je sais pas moi, le solaire, l'hydraulique ou autre. Il existe même très localement des coopératives où vous pouvez investir. Je fais un coup de pub indirect pour Écublanc, où il y a eu une coopérative solaire qui est née toute récemment, qui s'appelle New Watt. Typiquement, ça, c'est des investissements où il faut toujours faire attention aux risques financiers, mais vous savez dans quoi ça va. Vous savez si ça va favoriser une décarbonation. Et ça, c'est finalement non négligeable. La partie finance, je voulais l'inclure dans les achats et biens de consommation parce qu'en Suisse, on a ce pouvoir d'achat. Donc, il faut y faire attention. Je ne sais pas si ça suscite des questions, mais voilà, on pourra en discuter aussi après. Donc là, je vais juste résumer, ça va, on est encore bien dans le timing, quelques principes de base, même si on les a vus un peu tout au long. Donc, au sujet de la consommation, il faut un peu respecter les 4 R, comme on dit souvent. Réduire, donc tout simplement opter pour une sobriété volontaire et heureuse, parce que si on commence à déprimer, on peut même faire l'effet inverse. Parfois, on part dans de l'effet rebond. Et refuser à la source. Donc, c'est vraiment se dire, est-ce que j'ai besoin de cet objet, oui ou non? Est-ce que je ne peux pas le substituer à autre chose qui serait plutôt une expérience, comme on l'a dit avant, ou il existe du seconde main ou autre? Questionner ses besoins, privilégier la qualité plutôt que la quantité. Donc ça fait écho aux meubles, par exemple, ou si possible, on prend des choses réparables. Ça fait du coup, deuxième point, réparer. Si on a des repair cafés qui sont organisés, en profiter pour aller réparer son électroménager. Suivre des tutos sur YouTube. Maintenant, il y a énormément de ressources qui sont disponibles. Donc, on a cette chance que le digital peut avoir, comme on a vu avant, des mauvais impacts comme des bons impacts. La diffusion de tutoriels fait partie des super choses on peut bénéficier pratiquement gratuitement. Et du coup, on peut aussi acheter du reconditionné, donc qui est passé par cette étape de réparation. Réutiliser. Donc là, ils ne sont pas forcément mis dans l'ordre, mais ici, vous les avez. Premier, c'est refuser, réduire, ce qui fait un peu le pendant.
réutiliser, recycler. Et rot, c'est quand on parle de matière organique, laisser se décomposer, ne pas envoyer à l'incinération, par exemple. Mais donc, on a dit ici réutiliser, donc de seconde main, et recycler, qu'on pourrait justement assimiler à ces derniers crans. C'est-à-dire que si on ne va vraiment pas utiliser un matériau, qu'on sait qu'on va le jeter, il faut absolument essayer d'aller l'amener dans la bonne filière. Donc, typiquement, on veut quand même jeter son électroménager qui a plus de 10 ans. En Suisse, on est quand même bien servi en termes d'éco-points et de points de déchetterie. Et là, on sait normalement que ça va être suffisamment bien traité. On n'est jamais à l'abri d'une surprise, mais que ce sera démantelé pour ensuite que chaque composant parte dans la bonne filière. Donc ces 4 principes-là, c'est un peu des principes qu'on peut appliquer à plein de choses. Et du coup, je voulais maintenant plonger dans les initiatives locales, puisqu'on a la chance d'être sur 4 communes qui sont assez actives et qui proposent, ou en tout cas, il y a beaucoup de citoyens et citoyennes motivés qui ont développé des commerces ou autres dans ce domaine. Donc, à Écublanc, pour commencer, alors là, je donne même une date, du coup. Merci Stanislas Gouillet, qui est dans la salle. Donc, il y aura le lancement du pavillon low-tech le 2 novembre. Donc, s'il y a des questions à ce sujet-là, je te convierai. Plutôt pour présenter du coup, des objets à usage low-tech, pour justement éviter d'acheter du trop technologique. Le recyclage market. Donc, il y a des objets d'occasion et meubles de seconde main qui sont proposés sur la commune. De temps en temps, il y a des repair cafés. Alors, je n'ai pas de date exacte pour le moment, mais il y a le site Action Climat Écublanc qui pourra sûrement relayer ce type d'événement. Pour les produits alimentaires locaux, même si ça fait plutôt écho à la présentation alimentation, il faut se souvenir qu'il y a Farmi SA, par exemple. Pour les cosmétiques dont on parlait avant, qui seraient bio, qui seraient plutôt faits localement ou qu'on voudrait remplir, il y a Savonnerie du Léman. Sweet ML, c'est une biscuiterie artisanale, donc c'est toujours dans l'alimentation. Et puis, par ailleurs, il y a Variedades Leide. Ça, je ne connais pas du tout, mais je sais qu'on me l'a relayé. On sait que la commune me l'a transmis. Donc, c'est importe, commercialise, distribue et produit artisanalement des produits d'alimentation, de beauté et de santé. Donc, ça, je vous laisserai consulter en ligne. Sauf si tu veux rajouter un élément. Très bien. Sur Renan, donc il y a Ranout dont je vous parlais avant, c'est plutôt pour tout ce qui est produits menstruels réutilisables et durables. Pour le seconde main, il y a l'entraide familiale de Renan et environ, avec le site web. Pour la réparation, il y a des repair cafés qui sont organisés aux ateliers de Renan 2 fois par an. Il y a du vide-grenier pour aller aussi acheter seconde main le 13 mai et 14 octobre 2023. Donc ça, c'est déjà 2 dates que vous pouvez noter si vous êtes de Renan ou aux alentours. La ressourcerie dont je parlais pour aller chercher des objets qui sont encore parfaitement fonctionnels, mais dont se sont séparés leurs utilisateurs à la déchetterie de Malais. Ou Vrac Ouest qui vont vous proposer de la distribution en alimentation durable et locale, en gros. Sur Chavannes, donc j'ai parmi toutes celles qui étaient par exemple liées à l'alimentation ou autres qu'on avait vues dans les différentes autres présentations, peut-être les plus intéressantes ici, donc l'épicerie coopérative Le Vorace pour tout ce qui est achat en vrac. Gloryland, ça c'est une des références pour tout ce qui est achat seconde main de meubles, ça peut être des couverts de cuisine, des verres, des tables, des chaises. Ils ont tout pratiquement en seconde main, tout ce qui est mobilier et objets, on va dire ça comme ça. Et puis, vous pouvez aussi apporter, vous n'êtes pas obligé d'aller acheter chez eux, hein, vous pouvez aussi apporter vos objets pour leur donner une seconde vie. Donc, eux les reprennent, disons, gratuitement. Et puis, vous pouvez, du coup, peut-être donner une seconde chance à votre canapé. Et le Point Bleu, magasin seconde main de la Croix-Bleue, qui a un atelier vélo autogéré. Ça fait plus écho au déplacement, mais finalement, c'est bien dans cette présentation de résumer toutes ces initiatives dont on a parlé avant. Et puis, comme évidemment, il naît beaucoup de nouvelles choses, on ne peut pas se figer juste sur ces slides-là. Vous pouvez consulter la carte Zero Waste qui est disponible au lien que vous trouverez en dessous, avec des filtres différents. Là, j'avais mis, je ne sais plus si c'est écrit en haut, mais c'est possible que j'avais mis achat seconde main. Et voilà, il va vous mettre dans un rayon autour d'un point que vous décidez tous les commerces ou autres qui pourraient vous permettre d'acheter seconde main. Donc, on a vu ici Gloryland, le Point Bleu. Donc, clairement, ça, c'est une carte qui est bien maintenue à jour.
qui pourra du coup, si ça se trouve, vous donner d'autres informations si vous regardez cette présentation plus tard, et qui vous permet de retrouver tout au même endroit facilement. Et il y a plein de filtres possibles, hein. Ce n'est pas que sur les mobiliers, ça peut être sur l'électronique ou autre. Donc enfin, comme on fait à chaque fois, à retenir, évitez de suréquiper, évitez de renouveler trop souvent, évitez de surdimensionner et augmenter la durée de vie des produits. Je pense que je l'aurais dit tellement de fois que ça va être imprimé. On dit toujours que si on ne se répète pas au moins 5 fois quelque chose, on n'est pas sûr qu'il soit bien rentré. Ben là, c'était mon objectif, c'était au moins de vous répéter 5 fois chacun de ces principes, qui sont la clé, je le répète, pour faire diminuer son empreinte carbone individuelle et du coup de la Suisse en général. Alors ça, c'est juste pour vous, vous pourrez le lire, c'est la méthode des bisous si vous voulez. Une autre manière mémotechnique de vous souvenir. Finalement, c'est plutôt les questions à vous poser avant un achat. Voilà, si jamais un jour vous hésitez à faire un achat ou non, vous pouvez vous poser ces questions. La méthode des bisous, c'est intéressant. Souvent, quand on veut acheter quelque chose, c'est parce qu'on est proche de cet objet, on a un sentiment d'urgence, on se dit que peut-être qu'il sera plus disponible. Il y a souvent des offres qui apparaissent sur Internet avec un décompte et autres. Donc, si on arrive à se poser ces questions-là et qu'à la fin, on arrive à peut-être se dire c'est bon, j'en ai pas besoin, tant mieux. Donc, c'est une petite méthodologie à appliquer chez soi. Comme toujours, je mets les ressources à disposition pour aller plus loin, pour ceux qui sont intéressés à consulter d'autres choses. J'ai bien noté que je rajouterai les rapports de l'ADEME pour les graphiques que je vous ai montrés avant. Et voilà, j'arrive à l'avant-dernière slide, puisque la dernière, c'est plutôt un remerciement. Est-ce qu'il y a des questions ou autres dans la salle par rapport à tous ces sujets qu'on a finalement pu voir en 1 heure, donc je suis assez content. Ouais. Ouais. Ok, alors je vais répéter du coup pour ceux qui sont en ligne. Donc il y a un autre site qui n'est pas mentionné là que je pourrais ajouter. Il faut que tu me le rappelles juste après que je le note. C'est vendre.ch où apparemment il y a pas mal de matériel reconditionné, surtout électronique, sauf erreur, prêt à l'emploi. Donc ça peut être un autre site. Merci beaucoup pour l'information. Vendre.ch. Comme je le dis à chaque fois, mais je le répète ici, le monde n'a pas besoin de quelques personnes qui font parfaitement les choses, mais beaucoup de personnes qui font les choses bien. Donc, il y a tellement de sujets et tellement de questions qu'on peut se poser. L'idée, c'est pour moi l'essence de ce qu'il faudrait garder de ces 6 présentations, c'est chaque fois un peu les ordres de grandeur pour que quand vous avez des dilemmes ou des choix, vous puissiez au moins faire certains choix clés bien. Et on ne peut pas être parfait surtout. On ne peut pas avoir une empreinte carbone à 1 tonne. Il n'y a encore personne qui arrive, en tout cas en Suisse, hein, je dis bien en Suisse. Bah voilà, au moins, si on arrive à faire quelques bons gestes qui sont les gestes qui ont le plus d'impact, bah on aura déjà fait un bel effort et puis on sera déjà en train de montrer le bon exemple. Donc, je vous remercie beaucoup et puis j'espère que si vous avez des questions, vous n'hésiterez pas à me les poser maintenant quand il y a encore les gens. Parce que des fois, on a des questions super intéressantes après et puis je trouve ça dommage pour ceux qui étaient en ligne. Et j'en profite pour faire un tout petit coup de pub qui est plutôt une information. Sachez que le 29 novembre, il y a une information aux citoyens et citoyennes de toute commune de l'Ouest lausannois. Et puis, on va parler de la situation du marché de l'électricité. Je sais que ça n'a pas directement lien avec ce qu'on a là, mais c'est un sujet quand même assez important. Ça touche beaucoup de gens. Mais voilà, c'était une petite information pour ceux qui n'auraient pas reçu les cartons d'invitation. Voilà. Donc, merci à tous pour votre écoute et puis à l'année prochaine, j'espère.